Smart Trends dans l'univers du jouet, aujourd'hui à l'occasion du salon Ludiverse, le rendez-vous des fans de jeux qui se tient à Paris les 18 et 19 avril. Et puis on est juste après Kid Expo qui a eu lieu à Lyon il y a quelques jours. J'accueille Audrey Renaudy-Régnier, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes merci. directrice marketing de la marque Jeannot au sein du groupe Juratoys. Cécile Albrieux, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes dirigeante de Quantitude et membre de Women in Toys France. Et Alain Ingberg, bienvenue, bonjour. Bonjour. Ancien propriétaire de Mécano et président de l'association des créateurs et fabricants de jouets français. Allez, on prend le temps de se présenter, de présenter vos entreprises. Juratoys, en quelques mots. Alors Juratoys, c'est une entreprise basée dans le Jura. Et donc moi, plus particulièrement, je m'occupe de la marque Jeannot. Jeannot, c'est une marque qui a été fondée dans le Jura en 1970, experte reconnue dans les jouets d'éveil en bois, qui aujourd'hui s'est diversifiée sur de multiples segments, sur les jouets d'imitation, les puzzles, le loisir créatif, et qui est vendue en France et à l'international. Et Quantitude alors, Cécile Albrieux? Oui, alors Quantitude, c'est un institut d'études consommateurs qui existe depuis près de 20 ans maintenant et qui décrypte les comportements du consommateur dans plein de domaines d'activité différents, mais avec une expertise importante dans l'univers de la famille. Et alors, comment on passe de Quantitude à Women in Toys? Oui, alors c'est une très belle opportunité. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes dans l'univers du jouet. Et l'année prochaine, on fêtera les 10 ans de Women in Toys. J'ai été intégrée dans cette association. Je fais partie du comité de pilotage. Et cette association regroupe des femmes et des hommes de l'industrie du jouet, de la licence et de l'entertainment, et qui a pour vocation de promouvoir la place des femmes dans cette industrie et de décrypter aussi beaucoup de phénomènes pour décrypter les tendances et anticiper le marché de demain. Et vous nous expliquez pourquoi il y a besoin d'une charte de mixité dans beaucoup de secteurs, mais dans celui-là en particulier. Je vais donner quelques chiffres sur le marché du jouet en 2025, entre 4,6 et 4,7 milliards d'euros, plus 7% de croissance, niveau assez inédit, je crois, depuis le début des années 2000, Alain Ingberg. Non, mais même avant. Ouais. Moi qui suis dans le jouet... très récemment, puisque ça fait plus de 40 ans, je crois. 50 ans, je crois. C'est plus de 50 ans. Des chiffres comme ça, vous n'en avez pas vu depuis très longtemps? Non, mais depuis le début, parce que je me suis toujours occupé du jouet, et en tant que mécano, on est un groupe quand même important, et je faisais partie de la Fédération française du jouet, donc on avait les chiffres tout le temps, et je n'ai jamais vu de plus 8. Le jouet, ça a toujours été plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Donc là, on est à plus 7, plus 8. Alors, comment vous l'expliquez? Alors, il y a un grand phénomène, et je ne voulais pas en parler, Lego. Lego? Ouais. C'est Lego qui tire le marché du jouet en ce moment? Complètement. Il y en a deux, c'est Lego et Asmodée avec Pokémon. Si vous retirez tout cet ensemble, malgré tout le monde dit c'est pas vrai, c'est vrai qu'il y a des gens, des entreprises qui marchent très bien encore. Mais si vous retirez les deux, les chiffres deviennent tout à fait normaux. D'accord, ok, donc c'est une bonne explication. Alors moi, je voyais aussi un autre phénomène dont je veux bien qu'on parle ensemble, c'est l'engouement des adultes pour le jouet. On les appelle, alors peut-être que je suis dedans, les kidultes. Les kidultes. C'est une vraie... Je vais vous poser la même question, mais c'est une vraie tendance, ça? Une énorme tendance. D'accord. Le kidulte, alors je vais le donner parce qu'on en a chez nous certains qui travaillent sur le kidulte. Le kidulte, on va dire, il y a 2 ans, 3 ans, faisait 4% du marché, 5% du marché. Ça existait déjà, mais ça faisait... Aujourd'hui, on a atteint 15%. Et on prévoit 20% pour 26. C'est plus qu'un phénomène. Et c'est bien. Ça remplace les bébés qui naissent pas. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a quand même une baisse de natalité dans notre pays. Mais eux, c'est les 14-30 ans. Ok, je suis plus dans les kidultes alors. Vous ressentez ce phénomène même pour une marque comme Jeannot, pardon? Oui, effectivement, aujourd'hui la démographie redessine les codes du marché, il y a de moins en moins de naissances, donc ce qui impacte une marque comme Jeannot, mais qui est du coup un challenge pour nous de nous réinventer sur d'autres tranches d'âge. Et ce phénomène kidulte, en fait, c'est un vrai besoin des consommateurs de retrouver des moments calmes, des moments fun, loin des écrans aussi, c'est une alternative aux écrans. Et nous, on fait une différence entre les kidultes, où il y a une vraie recherche de nostalgie, et les adultes qui, eux, vont aussi avoir besoin de loisirs créatifs, mais plus à nouveau pour des temps calmes, une recherche d'esthétisme.
Et on le voit au travers du développement des loisirs créatifs adultes, tout ce qui est aquarelle au numéro, il y a le retour du canevas, du crochet. Et tout ça, c'est des segments qui se développent énormément. Et bien évidemment que toutes les marques, dont Jeannot, s'y intéressent de très près. Votre avis sur ce phénomène, Cécile Albrieux? Oui, c'est une réelle opportunité pour ce marché qui a subi depuis quelques années des perturbations avec des grandes mutations au niveau des comportements de consommation. Donc c'est une réelle opportunité et je vous rejoins, donc c'est une cible de jeunes adultes, mais aussi de personnes de tous les âges. Qui ont du pouvoir d'achat aussi? Oui, tout à fait, qui ont du pouvoir d'achat. On a beaucoup de papas, de mamans qui aiment jouer. Et quand on les écoute, c'est pas un retour à l'enfance. Il faut pas le voir comme ça. C'est vraiment connecté à la parentalité. D'ailleurs, on n'aime pas qu'on les appelle les grands enfants. C'est vraiment des loisirs à part entière, avec beaucoup de valeurs, de sens, avec d'un côté tout ce qui est collection, loisirs créatifs, comme vous le disiez justement, mais aussi beaucoup de jeux de société qui prennent le pas et qui contrebalancent le trop d'écran et qui permettent de s'amuser, de rigoler, de passer des bons moments dans les familles. Et le jeu de société, il y a une offre qui est abondante, qui est très qualitative, qui va de jeux très ludiques à des choses beaucoup plus stratégiques et très pointues, qui couvrent un panel de consommateurs très large. Et voilà, les jeux de société aussi, on le vend en poupe grâce au Kidult. Alain Ingberg, allez-y, ouais. Je pense que ça a démarré, ce qui a développé, c'est le Covid. C'est cette période-là. Il faut prendre cette période-là. Les gens ont commencé à avoir besoin de se voir et de faire quelque chose ensemble avec leurs enfants ou entre eux. Tout à fait. Et je pense que ça a donné le boom. Et après, ça a continué. Avec un défi quand même pour les marques, j'imagine, parce qu'on ne crée pas exactement les mêmes jouets quand même. Ils se sont très très vite adaptés. D'abord, la force du jouet, c'est qu'il s'adapte. C'est pour ça que le jouet, toujours, n'a jamais perdu, n'a jamais vraiment gagné, a toujours été parce qu'il s'adapte. Et des nouveautés dans le jouet peuvent représenter d'une année sur l'autre plus de 40% de nouveautés. C'est-à-dire qu'il y a les anciens jeux, bon, vous avez le Uno, vous savez, vous avez des jeux qui sont là depuis tout le temps. On se demande même, comme Pokémon. Pokémon a commencé 30 ans, il y a plus de 30 ans qu'il y a Pokémon. Tout le monde a dit, dans 1 an, ça sera fini, dans 2 ans, ça sera fini, et de plus en plus, ça monte. Et il faut savoir qu'il y a des Pokémon de collection qui sont vendus, des cartes, 15 000 euros. C'est un marché complètement hallucinant. Je veux bien qu'on reste sur ce phénomène des adultes joueurs. Vous avez commencé à l'évoquer, mais le défi que ça représente, ça veut dire quoi? Il faut inventer un nouveau jeu, il faut adapter des jeux qui existent. Alors peut-être pour votre marque un peu moins, mais d'une manière générale pour Juratorius, qu'est-ce que ça peut représenter? Vous avez des techniques qui existent, donc le puzzle, la peinture au numéro, toutes sortes d'activités, et c'est de les rendre soit un peu plus compliquées, ou de jouer sur l'illustration. On sait que sur le marché du jouet, notamment du puzzle ou à nouveau du dessin, l'illustration est très importante et c'est ce qui attire en fait et ce qui génère l'acte d'achat. Et donc c'est travailler avec des illustrateurs, des illustratrices pour avoir toujours une offre qui va plaire à cette nouvelle cible. Donc nous on aborde cette cible en réfléchissant à ça. Je voudrais qu'on parle de votre association Women in Toys, Cécile Albrieux. 2019, c'est ça? C'est la création de l'association ou c'est la charte pour la mixité dans le secteur? Alors l'association a été créée en 2017, donc un petit peu avant, mais la charte a été signée en 2019. Et alors, pourquoi il y avait besoin d'une charte? Expliquez-moi. Alors, il y a eu un constat qui a été fait par toutes les parties prenantes, que ce soit le service public, les fabricants, les distributeurs, les associations, qui avaient des stéréotypes très forts dans l'industrie du jouet et que ça avait un impact sur la projection des enfants dans leurs activités, leurs centres d'intérêt, leurs métiers, et qu'en fait les jouets étaient extrêmement genrés avec des codes très visibles, avec des jouets plutôt dans des univers de construction, d'aventure, des jouets techniques pour les garçons et des jouets plutôt pour autour de la maison, de l'esthétique, du soin pour les petites filles. Et derrière, il y a quand même des conséquences parce que ça enferme les enfants dans des rôles, dans des activités et dans des métiers. Et à partir de ce constat, tous se sont mis autour d'une table, ont décidé de créer une charte
pour une meilleure représentation, enfin une représentation mixte des jouets, pour permettre aux enfants d'avoir un spectre beaucoup plus large et de raisonner plutôt en centre d'intérêt, en talent, plutôt qu'en genre, en fait. Ouais. Donc, cette charte a été signée sur la base de volontariat. Il y a 30 engagements qui ont été notifiés. Par exemple, sur les catalogues, d'avoir une clé d'entrée par type de jouet plutôt que par genre. Sur les développements produits, sur les packaging, sur les publicités, d'avoir à la fois des filles et des garçons qui sont dans des activités variées, et aussi dans les communications et aussi dans les aides à la vente. Les vendeuses et les vendeurs en magasin se doivent aussi d'avoir un discours auprès des familles, des parents, des grands-parents, de rentrer par le centre d'intérêt de l'enfant plutôt, est-ce que c'est une petite fille, est-ce que c'est un petit garçon. Donc, alors il y a ce volontarisme, Alain Ingberg. Après, moi ce qui m'intéresse, c'est la capacité, je vais poser ma question quand même, la capacité de résistance de nos habitudes, de notre inconscient, je ne sais pas, de siècles de patriarcat, de jouets genrés. Ça ne doit pas être si simple. Quoi. Tous les fabricants ont dû changer d'état d'esprit, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ça a été, puisqu'on est un des premiers signataires de cette fameuse charte. On a pris des engagements. Déjà, premier engagement, éviter qu'il y ait dans les hyper ou dans les magasins rose pour les filles, bleu pour les garçons. C'était toujours comme ça. Bah oui. Les genre poupées uniquement pour les filles, et ça, etc. C'est très compliqué parce qu'il a fallu changer dans les magasins l'esprit et surtout changer tout le packaging. C'est-à-dire que les packaging qui étaient bleus et roses ont pratiquement disparu. Il a fallu quand même quelques années, puisque depuis 2019, on est quand même en 2026 bientôt. Aujourd'hui, on y est presque arrivé. C'est-à-dire que nos jeux et nos jouets sont, on va dire, neutre. Est-ce que vous en voyez l'effet? Et je repose la question, et je vous poserai la même sur réticence ou pas. C'est-à-dire, est-ce que, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais c'est un risque économique pour les fabricants de faire ce choix? Ça a été un risque. Il y a des gens, il y a de ceux qui ont changé leur couleur, etc., et qui ont eu des difficultés, c'est certain. Mais petit à petit, on s'est habitué. Mais vous ne pouvez pas empêcher une grand-mère arriver dans le magasin, et quand le vendeur arrive, et qui va lui demander une fille ou un garçon, ce qu'on a voulu éviter totalement. C'est-à-dire de dire l'âge, le besoin, en fait. Le besoin, l'âge, d'essayer. Et ça bouge, il faut qu'on le reconnaisse tous. Et ça a été un boulot Alors, c'est pour ça que la charte a été améliorée sur 4 ans. La première charte, c'est Madame notre ministre, celle qui a porté le truc, Pannier-Runacher. La première, Agnès Pannier-Runacher, et c'est elle qui a porté cette chose. Et puis après, tous les autres. Donc il a fallu la faire évoluer et l'améliorer. Votre retour d'expérience dans une entreprise comme la vôtre pour moins genrer les jeux, est-ce que vous l'avez fait? Et avec quel résultat? En fait, c'est un sujet, c'est un point de vigilance qu'on a quasiment au quotidien. On se pose la question pour être sûr qu'on effectivement ne tombe pas dans des stéréotypes de genre. Nous, la façon dont on aborde les jouets chez Jeannot, c'est qu'on réfléchit d'abord à l'enfant, quel qu'il soit. On ne pense pas fille ou garçon, on pense plutôt besoin pédagogique ou besoin de développement. Travailler la motricité fine, les couleurs. Donc en fait, on travaille nos jouets en pensant à cet objectif-là avant tout. Et en fait, on veut avant tout que nos jouets soient accessibles à tous par rapport à ces besoins-là. Il y a certaines gammes de produits, comme par exemple les puzzles, où là, on travaille des thématiques. Aujourd'hui, les thématiques qui vendent le plus, qui sont le plus demandées, c'est licorne et dinosaures. On sait que licorne est un peu plus féminin, dinosaure un peu plus masculin. Donc, on fait en sorte d'offrir en fait un panel large de thématiques, de palettes de couleurs pour plaire au plus grand nombre. Et on est vigilant au fait d'avoir une multitude de thèmes, mais on ne réfléchit pas au genre en premier. Cécile Albrieux, quel frein, quelle réticence vous avez pu rencontrer? Parce que c'est presque un sujet politique dont on parle. En tout cas, pour certains, c'est un angle d'attaque politique. Donc, pour ce faire, on a dû aussi interroger les parents, parce que c'est une problématique qui vient
du service public, des fabricants, des distributeurs, mais on a voulu aussi se demander est-ce que les parents suivaient, parce que c'est eux qui achètent. Et on a 3 chiffres quand même qui sont importants. Le premier, c'est qu'on a 70% des parents qui valident l'importance des jouets pour la lutte des stéréotypes et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Une égalité domestique, une égalité professionnelle. Donc le jouet a un rôle dans la lutte contre ces inégalités. Le deuxième chiffre, c'est qu'on a 75% des parents qui ont remarqué les efforts faits par les marques et par les distributeurs pour améliorer une meilleure représentation, une meilleure mixité dans l'offre de jouets. Donc ça, c'est très positif parce que ça se voit, ça se lit par les consommateurs. Et le troisième point, qui est aussi extrêmement important, c'est qu'on a 80% des parents qui sont d'accord avec cette volonté de rendre l'offre de jouets plus mixte. Donc, parce que ça aurait pu ne pas être le cas en disant non, on veut rester sur notre schéma habituel, jouets nurserie pour les filles et jouets construction aventure pour les garçons. Mais la grande majorité, 80% des parents, souhaitent cette évolution-là. Après, vous parliez de réticence, c'est encore le cas. Ou même d'attaque. J'imagine que certains vous ont attaqué en disant voilà, vous allez contre ce qui est l'humanité depuis. Enfin, j'ai pas envie de reprendre leurs arguments, mais je peux les imaginer. Par chance, ou alors j'ai pas entendu, il n'y a pas eu d'attaque, il y a quand même un gros consensus sociétal sur cette évolution. Après, il n'y a pas eu d'attaque, il y a eu des freins. C'est-à-dire que les parents et les consommateurs de règle générale, dont je fais partie, on a tous la théorie et la pratique. Et on est plein de bonne volonté, mais en réalité, aujourd'hui, il y a encore 30% des parents qui sont réticents à acheter un jouet connoté fille pour un petit garçon, comme une poupée par exemple. Et quand on leur demande pourquoi, c'est parce qu'ils ont peur que leur enfant soit moqué, ils ont peur que ça modifie l'orientation sexuelle de leur enfant. Donc il y a encore beaucoup de pédagogie, de réassurance à faire auprès des parents, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un petit garçon qui joue à une poupée, c'est plutôt bon signe, c'est juste de l'imitation et qu'il aura la chance d'être sûrement un bon papa plus tard. Je ne sais pas si vous avez la réponse à ma question, Alain Ingberg, mais pour une marque internationale qui est présente sur le marché français et sur le marché américain aujourd'hui. Je pense qu'il y a le même problème partout. Ils ont essayé partout. C'est-à-dire que des grandes boîtes comme Hasbro, Mattel, qui sont ont fait des efforts énormes. Et même sur les poupées Barbie, quand on regarde la poupée Barbie, aujourd'hui, on peut aussi bien un garçon qu'une fille. Oui, mais enfin, quand les États-Unis sont dirigés par un chef d'État qui est un viriliste assumé et qui chasse du vocabulaire de son administration un certain nombre de mots et qui a un discours anti-woke pour reprendre la mécanique trumpienne, je pense que l'entreprise qui joue cette carte-là, elle peut être attaquée aux États-Unis par une partie des consommateurs. Je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres. Non, mais c'est pour ça que je n'étais pas sûr que vous ayez la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'aux États-Unis, parce qu'on travaille beaucoup avec les Américains, c'est exactement pareil. C'est les Américains des types Hasbro, Mattel et autres qui ont transformé l'ensemble de leur collection pour qu'elle soit vraiment acceptée aussi bien un garçon qu'une fille. Je vais vous donner le meilleur exemple, c'est Mécano. Mécano a toujours été pour les garçons. Et à 90%, quand j'ai fait dans l'usine un jour, on a décidé de faire d'abord un musée à Calais, parce qu'on avait notre usine à Calais qui n'est plus. Et il y avait une usine à Calais, et on a fait avec les lycées des concours de mécano. C'est tout, et dans chaque lycée, ils étaient 3 ou 4 groupes. C'est toujours le groupe des filles qui gagnait. Ça, c'est une leçon générale, ça. Elles sont meilleures à l'école. Non, pardon. C'est ce qu'il fallait surtout pas dire dans un débat comme celui-là. Non, mais c'était une blague. C'était une blague, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Pour nous, lycée et tout ça, on dit que c'est pas possible. Ici, elles savent visser. Allez, elles savent... on ouvre un autre... Je suis un peu moins optimiste que vous sur le marché américain, mais j'essaierai de trouver les chiffres. On va ouvrir un autre chapitre sur la capacité ou les difficultés à fabriquer français. Je veux bien vous entendre là-dessus. Audrey Renaud-Dirégnier, qu'est-ce que vous réussissez encore à faire en France aujourd'hui ? Alors nous, Jeannot, on n'a jamais été fabricant de jouets. Ce n'est pas notre savoir-faire. Ou à faire fabriquer, on conçoit absolument tout dans le Jura, depuis un peu l'invention du jouet, son design, son sourcing, on travaille avec nos fournisseurs et aussi tout ce qui est packaging, graphisme et marketing. Donc tout ça est fait de manière intégrée dans le Jura. Et on ne fabrique pas principalement en France, sauf une gamme de puzzles qu'on fabrique en Alsace. Et donc on a régulièrement des initiatives pour essayer de relocaliser nos fabrications. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que le savoir-faire est quand même parti. En termes de capacité industrielle, on est quand même
bien réduit par rapport aux années 60-70. Et puis il y a une dimension économique qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. Aujourd'hui, fabriquer en France coûte plus cher que de fabriquer à l'étranger. Et le marché du jouet, même s'il est en très forte croissance, il est extrêmement bataillé en prix. Et que nos clients et nos consommateurs, aujourd'hui, recherchent des prix plutôt bas et ne sont pas prêts, en tout cas dans leur action, ne sont pas prêts à payer beaucoup plus cher pour acheter français. Vous représentez l'association des créateurs et fabricants de jouets français. Oui. Il y en a encore beaucoup ? Beaucoup. Oui. Alors aujourd'hui, ça a diminué. Oui. Moi, j'ai connu les fabricants quand on était 200, des vrais fabricants. Aujourd'hui, si on dit 50, on doit atteindre le bout du bout du bout. C'est l'évaluation max, quoi. Oui, c'est le bout. Et c'est normal, mais on peut encore fabriquer en France. Il faut alors pas tout, c'est sûr. Par exemple, je vous donne un exemple de mécano. Mécano, c'est une barre de métal avec des trous. Le métal, on l'avait dans le Nord, on l'achetait dans le Nord sans problème. Un matin, on nous a dit plus, on fabrique plus ce métal. On a été l'acheter en Allemagne. L'Allemagne a arrêté. Il faut acheter en Chine. Il faut acheter en Chine. Il faut expliquer qu'on a laissé partir tout. Aujourd'hui, un moteur, parce qu'il y a des moteurs dans les jouets, il n'y a aucun moteur qui est fabriqué en Europe. Tous les moteurs viennent de Chine. C'est pour ça que dans le jouet type français, c'est rare qu'on a la technique. Qu'on a des jouets techniques. On a des jouets simples, beaucoup plus simples. On sait fabriquer des puzzles. Il y a même des nouvelles usines qui se sont installées pour imprimer tout ça, qui viennent s'installer à Romans. Il y en a une autre qui va s'installer en Alsace, etc. Pour ces jouets-là, on sait, on peut rapatrier. Mais il faut expliquer qu'une maison pour des prix comme l'Uni des Conteuses, fabriquée en Chine, elle a rapatrié pour avoir les mêmes prix. Son usine est à Bayonne, vous savez, dans le fabricant qui fabrique les coyotes, donc, qui fabrique là, et ben la qualité, je ne veux pas être méchant, la qualité chinoise est pratiquement meilleure, maintenant, plus maintenant, et dans les au départ meilleure que la française. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, les Chinois ont tout, ils peuvent mettre 10 000 personnes pour faire quelque chose. Nous, une fois qu'on a mis 2 personnes de plus, c'est déjà, on dépasse le prix. Mais on en a encore quelques-uns. Cécile Abrieux, je m'adresse là à celle qui scrute avec quantitude les marchés, les attitudes de consommateurs. Est-ce qu'on peut encore lancer des nouveaux jouets sans avoir une licence de marque derrière aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, on voit beaucoup, enfin voilà, moi j'associe ça à des sorties de films, etc. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Des jouets qui marchent peuvent devenir des films, etc. À quel point ce marché peut être dépendant d'autres activités culturelles, par exemple. Oui, la licence dope aussi beaucoup le marché du jouet. Ça représente 30%. Voilà, représente 30%. Mais après, ce qu'on appelle les jouets traditionnels aussi continuent à très bien performer par des marques qui sont fortes, qui ont beaucoup de notoriété, qui communiquent et qui ont une très bonne jouabilité. Les deux cohabitent en quelque sorte. Est-ce que vous faites les deux ? Alors, on ne fait pas de licence, chez Jeannot, mais voilà, comme on regarde les chiffres, forcément, on n'est pas indifférent à ce qui se passe. Pourquoi vous ne le faites pas ? Il y a une perte de marge, tout simplement, parce qu'il faut lâcher une partie de la marge aux propriétaires de la licence, j'imagine. C'est pas gratuit, les licences. Après, c'est un investissement. Donc, l'investissement sur la licence est censé être positif au niveau des ventes. Donc, non, c'est quelque chose qu'historiquement, on ne faisait pas. Après, comme on parle de cibles Kidult qui n'existaient pas il y a 5 ans, toutes les marques aujourd'hui s'intéressent à un peu repousser leurs frontières et se diversifier sur Lego, c'est le gain différentes approches. Lego a racheté toutes les licences, il a toutes les licences. Donc on parle de licences de films, etc. par exemple. Ils ont tout. Ils ont fait même un film. Et c'est comme ça qu'ils ont mis à terre pratiquement Playmobil.
parce que Playmobil avait les mauvaises licences, ou il ne faisait pas des licences, et aujourd'hui, Playmobil se remet dans les licences complètement, mais avec quel retard qu'il a pris sur... Vous dites que ça pèse 30% du marché du jouet, Oui. c'est vrai depuis 10 ans ou c'est particulièrement fort c'est depuis maintenant, quelques années? Depuis 3-4 ans, c'est fort. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une bonne licence, l'exemple, c'est Lego. Il a tout racheté, il met ses licences là où il faut, il arrive à vendre des fleurs. Non mais attendez, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ils les vendent bien. À l'époque, quand ils se battaient, une grosse voiture de Lego, vous savez, montée en Lego, qui était genre haute n'importe lequel, en Lego, personne n'en a acheté. C'est du Lego technique, personne n'en voulait. Je me souviens des années 2005-2006, personne n'en voulait. Aujourd'hui, c'est un des leaders. C'est le leader. Ils ont réussi à couvrir une cible d'âge de 2 à 99 ans. Autant, justement, on parlait de genre, il y a toutes les catégories de la population apprécient jouer au Lego. Et aussi, on en parlait la dernière fois, ils sont, je pense, moins attaqués aussi par rapport à la seconde main. Parce que dans un coffret de cette marque, s'il manque la petite pièce maîtresse pour finir, ça va pas. Donc, effectivement. Tiens, il nous reste 2 minutes, il y a encore plein de thèmes qu'on pourrait aborder. À quel point, je vais aller dans la question la plus basique, à quel point vous êtes encore dépendant de la période de Noël? Ça représente quoi c'est énorme. Sur le marché du jouet, c'est 50%. Ouais, que je veux dire 40%. 50 même. Après, le marché se désaisonnalise. Il y a quand même une logique plaisir et d'achat d'impulsion qui se développe. Mais Noël reste encore la période incontournable du jouet. Ça veut dire que vous sortez systématiquement des nouveaux jouets un mois avant Noël ou pas forcément tous les ans? Non, pas forcément. Nous, on sort plutôt nos jouets en début d'année. D'accord, oui. Et du coup, la majeure partie des nouveautés arrivent en janvier, février. Et puis ça permet de les tester pour Noël. Voilà. Parce que c'est-à-dire qu'il faut que le jouet marche et fasse son chemin. À ce moment-là, on peut lancer la fabrication plus importante et tout, parce qu'on le voit tout de suite. Vous savez, une courbe arrive tout de suite. Si elle est prise, votre jouet, dans les écoles, dans les cours de récréation et tout, et que ça marche, vous avez gagné. Et ça se joue dans les 3 premiers mois de l'année, entre janvier et mars-avril. Parce que je voyais les chiffres entre janvier et mars. De cette année 2026 ? De 26. Allez, il nous reste moins d'1 minute, il faut aller vite. Je vais vous le donner, c'est le chiffre exact, parce que c'est pas moi qui vais le dire. Le marché est en forte progression en 2026, plus 11,6%. Plus 11, donc ça continue. Tout le marché. 60 des 100 plus gros fabricants français et autres sont en progression, parmi lesquels ils ont dit prenez des sociétés aujourd'hui, une qui me fait plaisir. Très vite, il nous reste 20 secondes. ATM, vous n'avez jamais entendu parler peut-être. C'est eux qui ont sorti le premier jeu il y a des années, qui s'appelait Jus du cul. Je ne sais pas si ça vous donne rien. Ils se sont développés. Ils ont, grâce à Amazon et à d'autres, ils se sont développés aujourd'hui. Ils ont été rachetés. C'est une petite société qui a été créée par 2 jeunes. Ils ont été rachetés par Asmodée. Je ne vous donne pas le chiffre, parce que c'est une histoire de réussite. Le grand prix du loto. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à notre débat. C'était très intéressant de découvrir le marché du jouet et ses enjeux. Grâce à vous, je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau Smart Trends.